Hier, la ministre de la Population et des Solidarités, Phumedzasa Nguembin, a visité le centre de prise en charge des victimes de violences à Touamassane en compagnie de partenaires dont le coordinateur résident du système des Nations Unies et le FNUAP. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme national Spotlight 2.0. Touamassane, la capitale économique de Madagascar et le plus grand port du pays, est une ville qui souffre chaque année d'inondations et de victimes de catastrophes naturelles qui touchent les femmes et les filles. La prévalence des grossesses précoces et des violences basées sur le genre, y compris le mariage des enfants, est supérieure à la moyenne nationale. L'objectif de cette visite du ministre de la Population et des Solidarités avec les Nations Unies à Touamassane hier est d'examiner les questions qui touchent les femmes, telles que les violences basées sur le genre, les violences sexuelles contre les enfants. Cette visite a donc permis au ministère de la Population et aux Nations Unies de regarder ensemble ce que les coopérations pour faire face à de nombreux défis, mais le plus important est de résoudre le problème de la violence basée sur le genre qui touche de nombreux domaines. L'objectif de notre visite a consisté à voir un aspect particulier qui touche la femme, les questions de violence basées sur le genre, les questions de violence sexuelle sur les enfants. Et nous avons eu l'occasion de visiter par exemple le centre qui est soutenu par le ministère de la Population et de la Solidarité. Nous avons également visité le centre au niveau de l'hôpital qui s'occupe des questions de fistules et aussi les questions de personnes victimes de violences en général. Ensuite, l'objectif c'était aussi de comprendre comment est-ce que nous pouvons, à travers ce que nous voyons comme étant des défis, essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions. Alors, j'ai noté déjà que dans ce secteur, et je voudrais préciser, tout ce qu'on a vu en fait, le résultat, c'est les violences basées sur le genre. Et pour résoudre les questions de violences basées sur le genre, nous nous sommes rendus compte que c'est plusieurs dimensions qu'il faut regarder à la fois. L'un des endroits visités hier était l'hôpital d'Analaknine où se trouve le centre Freedom for Fistula qui s'occupe des femmes souffrant de fistules obstétricales. Il y a eu aussi la visite du centre médical pour les enfants victimes de violences sexuelles et le centre d'audition et de conseil juridique pour les femmes victimes de violences. Le nombre de demandes de passeport a augmenté depuis janvier dernier. Grâce aux efforts déployés pour établir l'ordre en matière de demande de passeport, d'après les instructions du président de la République. Après ce plan de coordination, il n'y a plus de longue file d'attente, l'accueil se fait sans problème, les formalités administratives ont également été réduites et les documents nécessaires sont clairs. Le nombre de candidats postulant en ligne est également en augmentation. Il a également été possible d'assainir le domaine de demande des passeports par la mise en place de cette nouvelle procédure selon les informations. Cette nouvelle approche a réduit la corruption et les intermédiaires. Les femmes de la région Anos se sont rassemblées pour la célébration du 8 mars dirigée par le gouverneur de la région Anos en collaboration avec diverses organisations de femmes. Les discours des officiels au cours de la cérémonie ont mis l'accent sur l'importance de l'unité vers l'objectif visé, y compris l'intégration des femmes. Plus de 10 000 femmes ont participé à un défilé partant du lycée Paul de Tolagnard pour cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Des organisations privées et non gouvernementales et différents groupes religieux y ont participé également. Le gouverneur de la région Anos a souligné que toutes les activités réalisées lors de la célébration sont conformes à la réalisation de la vision du président. Un dîner sur la plage, un coub en signe de paix et de renforcement de l'unité a été tenu pour clôturer la journée du 8 mars pour la région Anos. Le tennis de table entre actuellement en compétition aux Jeux africains en cours à Accra, Ghana, notamment dans la catégorie double mixte. Nous, Malgaches, avions 3 équipes en compétition pour cette discipline et l'équipe dont fait partie, Secha Océane, a terminé en 32e de finale. Ils se sont inclinés face à l'Algérie sur le score de 3-7 à 1.
Notre deuxième équipe, constituée de Riva et Fiti, a battu l'Afrique du Sud par 3-7-2 en 33e de match, mais l'aventure s'est terminée pour eux au 16e de finale, car ils se sont inclinés par 3-7-2 face à la Tunisie. Ce sont de jeunes joueurs qui, pour la première fois, affrontent une compétition continentale. La dernière équipe qui a participé à ce double mixte est composée de Fabio et Karen. Ils ont atteint les demi-finales et ont remporté la médaille de bronze. Lors des 32e de finale, ils ont battu l'Éthiopie par 3-7-0, puis ils ont battu le Congo par 3-7-0 également lors des 16e de finale. Leur adversaire a été assez rude, 8e de finale, car ils ne sont venus à bout de l'Algérie que sur le score serré de 3-7-2. Cette victoire a permis à Fabio et Karen d'accéder au quart de finale où ils ont affronté les Nigérians. Là aussi, le match était très disputé. Finalement, l'équipe malagasy a pris le dessus en s'attribuant le 5e set. Victoire de Fabio et Karen donc par 3-7-2, synonyme d'une qualification pour les demi-finales. Dans cette demi-finale, la paire malagasy a affronté les Algériens, les joueurs les plus craints en Afrique et qui brillent dans les compétitions en France. Ces derniers ont nettement dominé et sont attribués la victoire par 3-7-0. Quoi qu'il en soit, c'est un bon résultat pour le tennis de table malagasy qui a pu remporter une médaille de bronze. Les compétitions de tennis de table pour ces Jeux africains se termineront par les catégories double monsieur et double dame. Des routes effondrées et des villages entiers submergés par l'eau ou la boue. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur l'île de Sumatra en Indonésie ont fait des ravages, provoquant des glissements de terrain, avec parfois des vagues d'une rare violence surgissant au milieu des zones résidentielles. Des tonnes de boue, de roches et d'arbres déracinés se sont déversées depuis vendredi soir. Elles ont ravagé des villages à flanc de montagne comme celui-ci. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer la zone. Le bilan est meurtrier. Les équipes de recherche et de secours se démènent toujours pour retrouver les disparus. La mission de l'équipe conjointe a été élargie à 14 zones touchées sur la côte sud. Les responsables affirment que les efforts de secours ont été entravés par des pannes de courant et par les routes bloquées. Situé sur l'île indonésienne au nord-est de Java, le Sumatra occidental est souvent frappé par des pluies torrentielles pendant la saison des pluies, une situation aggravée dans certaines régions par la déforestation. Cette femme âgée se tord de douleur, à même le sol. Elle a reçu une balle perdue à la jambe en plein jour dans les rues de Port-au-Prince. Une nouvelle victime collatérale des affrontements que se livrent policiers et gangs criminels dans un climat de terreur. Ici, personne n'est épargné par ces violences devenues endémiques. Ces Haïtiens préfèrent s'exiler pour sauver leur peau et celle de leur famille. Les membres des gangs sont venus avec de grosses armes. Nous, on n'a pas d'armes, on ne peut pas se défendre. Et avec nos enfants, on souffre. Les structures d'État sont aussi attaquées. Cette semaine, des hommes armés ont pris d'assaut le palais national présidentiel, des commissariats de Port-au-Prince, des tribunaux ou encore des prisons. Des bandes criminelles qui ont pris le contrôle de la majeure partie de la capitale, ainsi que les axes menant au reste du territoire. Le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu nocturne, mais impossible de rétablir l'ordre, alors que le Premier ministre Ariel Henry est lui-même bloqué actuellement à Porto Rico. Face à l'urgence, la communauté des Caraïbes, une instance régionale, a demandé l'aide notamment des États-Unis, de la France et des Nations Unies. La situation sur le terrain reste désastreuse et suscite de vives inquiétudes. Nous devons d'urgence réagir à cette situation, la stabiliser et assurer la sécurité et l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence au peuple haïtien. En raison de l'insécurité, les administrations et écoles sont fermées. L'aéroport et le port ne sont plus en état de fonctionner. Haïti, déjà en proie à l'extrême pauvreté, semble aujourd'hui être un État failli.
Cette annonce, elle a pu surprendre quand on sait que Laurent Gbagbo, vous l'avez dit, a été radié des listes électorales. Le parti, le PPACI, essaye peut-être de surfer sur la vague de la dynamique actuelle. Le président Alassane Ouattara a en effet gracié 51 prisonniers fin février, dont beaucoup étaient liés à l'ancien président Laurent Gbagbo et avaient été condamnés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale. Laurent Gbagbo lui-même avait bénéficié d'une grâce présidentielle en 2018, mais il est toujours inéligible depuis sa condamnation dans l'affaire de la BCE-AO. En août 2022, lors d'une conférence de presse, il avait affirmé que si redevenir président n'était plus une obsession, il ferait de la politique jusqu'à sa mort. Pas encore si Alassane Ouattara se présentera ou s'il présentera un dauphin. Pour rappel, il a déjà effectué 3 mandats. La Constitution qui limitait le président à 2 mandats a été amendée pour les élections de 2020, ce qui aujourd'hui lui permettrait de facto de se présenter une 4e fois. Face au camp présidentiel, celui qui apparaît comme le leader de l'opposition, c'est le candidat du PDCI, Tidjane Thiam. L'ancien patron du Crédit Suisse a été officiellement investi par son parti à la fin du mois de décembre 2023. Et enfin, le parti de Laurent Gbagbo, lui, semble assez moribond, il faut le dire. Si le candidat est toujours très apprécié par ses militants, il faut rappeler que ses résultats aux élections locales de septembre 2023 ont été catastrophiques. Le parti n'a remporté aucune région et seulement 2 communes sur les quelques 200 que compte le pays.